Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux et d'avoir vaincu la canicule pour être avec nous ce soir. Un grand merci à la librairie Olivieri pour accueillir cette soirée thématique autour d'un parcours pédopsychiatrique et de donner une place particulière à cette discipline en vos murs. Donc, merci beaucoup. Alors, mon nom est Martin Saint-André. Je suis pédopsychiatre à Sainte-Justine. Il me fait plaisir d'animer cette soirée où il sera question du livre du docteur Yvon Gauthier, publié récemment chez Erez. Alors, avant de céder la parole à Yvon, nous nous sommes entendus que je présenterai un peu quelques éléments clés de son parcours qui a mené à la publication de cet ouvrage très important. Alors, Yvon Gauthier a été pédopsychiatre à Sainte-Justine durant 50 ans et il est professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Montréal. Sa carrière s'est distinguée en tant que témoin privilégié de l'évolution de la médecine québécoise et plus particulièrement de la psychiatrie de l'enfant. Très tôt, Dr Gauthier s'est démarqué par l'originalité de ses travaux et par sa volonté d'intégrer à la clinique les fruits de pratiques et de recherches issus autant de la médecine que de la psychologie développementale ou la psychanalyse. En 1969, c'est à travers la production d'un document remarquable intitulé « Les départs nécessaires » qu'il a exposé la réalité de la séparation du jeune enfant et de sa famille. Ce film, qui a connu une large diffusion au Canada et à l'étranger, constitue encore aujourd'hui un outil d'enseignement autour de l'observation et de l'intervention précoce auprès du jeune enfant. Yvon Gauthier a étroitement contribué à moderniser et à humaniser la psychiatrie québécoise. On rappellera ici sa contribution importante à la mise en place des services de consultation psychiatrique auprès des équipes pédiatriques, sa sensibilité précoce à l'importance de la recherche en psychiatrie, sa participation à la co-création de l'Académie canadienne de pédopsychiatrie, sa contribution à la refonte de l'enseignement à la faculté de médecine à titre de doyen, mandat sous lequel est né le département de médecine familiale. On rappellera enfin son travail de défricheur et de rassembleur en psychiatrie du jeune enfant au Québec, en France et ailleurs dans le monde. Dr Gauthier fut président de l'Association mondiale pour la santé mentale des nourrissons. Et enfin, on parlera aussi de son implication auprès des juges qui a vraiment contribué au plan social à infléchir la jurisprudence quant aux orientations précoces d'enfants placés en famille d'accueil. Tout au long de sa carrière comme clinicien, gestionnaire et chercheur, Yvon Gauthier n'a cessé de travailler à donner des assises à la pédopsychiatrie, et c'est ce dont vous allez nous parler ce soir, pour mieux l'inscrire au cœur des courants médicaux, développementaux et sociaux. C'est sous son leadership que la pédopsychiatrie québécoise s'est davantage définie et a pris sa place à l'intérieur d'associations et de collèges internationaux. Ainsi, sa carrière féconde s'est déroulée sous le signe de la cohérence, de la curiosité, de l'action et de la sensibilité à la dimension sociale dans la pratique médicale. Au cours des dernières années, Dr Gauthier a fait paraître, en collaboration avec Dr Gloria Gélieu, je crois qu'il y a des nôtres ce soir, oui, et Dr Fortin, un ouvrage synthèse important qui retrace l'évolution de la théorie de l'attachement ainsi que ses applications cliniques. Et Dr Gauthier, vous me disiez le rayonnement important qu'a eu ce livre en termes d'édition. Ce soir, nous allons vous entendre parler, Dr Gauthier, de cet ouvrage, donc tout juste publié chez Erez, qui s'appelle « L'avenir de la psychiatrie de l'enfant ». C'est un ouvrage dans lequel vous retracez votre parcours professionnel, mais qui, surtout, transmet les questions qui vous habitent face à la pédopsychiatrie, mais non seulement face à la pédopsychiatrie, mais aussi aux pratiques psychiatriques actuelles, et où vous posez la question de l'utilisation et de la préservation du riche héritage des connaissances au sujet de la vie intérieure de l'enfant, de même que de la juste intégration des neurosciences et des thérapies biologiques dans la pratique d'aujourd'hui. Alors, Dr Gauthier, je vous cède la parole. Alors, merci, cher Martin.
Vous aurez compris que l'auteur Saint-André est un jeune collègue et qui déjà fait sa marque, non seulement à Sainte-Justine, mais dans tout le Québec et déjà, par exemple, dans l'Association mondiale de santé mentale des nourrissons, qui est un organisme important. Alors écoutez, je vais essayer de résumer un peu ce qui m'a poussé à écrire ce livre et essayer d'en donner un certain nombre des idées que j'essaie d'y développer. Je suis parti d'une inquiétude profonde que je ne suis pas le seul à ressentir parmi les collègues. Cette inquiétude, elle est fondée sur le fait que depuis au moins une dizaine d'années, mais c'est probablement un peu plus que ça déjà, cette impression que la pharmacologie est vraiment la solution miracle pour tous les problèmes des enfants, même des jeunes enfants. Et la génétique s'y ajoute de plus en plus aussi. Et à travers les médias, évidemment, on a constamment, vous savez, dans ces 3 minutes où on nous dit qu'il y a un gène qu'on vient de trouver et puis ça va résoudre telle maladie. Alors, c'est ce que j'appelle finalement le réductionnisme génético-pharmacologique. Et il y a un message implicite à travers tout ça. Implicite dans ce sens qu'on ne nous dit pas clairement que ce que nous avons essayé de faire depuis 30, 40, 50 ans, c'est pas très important. On ne le dit pas, mais au fond, c'est l'impression qui est transmise. On a un peu perdu notre temps. Parce que regardez les problèmes que les enfants ont, regardez les problèmes que les adultes ont, des enfants qu'on a traités, et puis vous voyez qu'est-ce que ça a donné finalement. C'est un peu le message implicite, et c'est beaucoup à ça finalement que j'ai ressenti, que j'ai réagi. J'ai réagi en ce sens que, évidemment, ça me portait à réfléchir sur, mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Et est-ce que vraiment, depuis 30, 40, 50 ans, il n'y a pas eu des développements peut-être aussi importants que la pharmacologie et la génétique? Parce que, si vous lisez ce livre, évidemment, je n'en parle pas beaucoup, mais je prends pour acquis que c'est connu, c'est des développements remarquables au plan des connaissances, le développement du cerveau, le fonctionnement du cerveau, les neurotransmetteurs. Donc, toute la pharmacologie qu'on développe à partir de ces connaissances, et la génétique, évidemment, Candel, tout cela, ce sont des développements remarquables. Et donc, dans mon esprit à moi, il n'est pas question de mettre ça de côté. Et vous allez voir, quand je vais terminer, là, comment je vois ça. Mais est-ce qu'en même temps qu'il y avait ces développements-là, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des développements importants du côté de ce qu'on appelle, la psychodynamique ou le systémique, hein? tout ce domaine. Alors, c'est comme ça, puis là, il me revenait en tête un peu mon propre parcours. Et c'est ça que finalement, j'ai commencé à écrire. Après quelques chapitres, je lui ai fait lire. Et mon ami Martin a été un de ses premiers lecteurs. Et puis les 3 lecteurs m'ont dit, oui, il faut surtout pas que tu lâches. Continue. Alors finalement, je me suis rendu au bout et vous avez ce petit livre. Donc, c'est pas une autobiographie. Mais c'est j'ai utilisé mon propre parcours qui, en quelque sorte, représente, à mon avis, ce qu'a été l'évolution de la psychiatrie de l'enfant depuis 30 ou 40 ans. Moi, j'ai l'impression je ne suis pas un chercheur, enfin, comme vous allez voir, j'en ai fait un peu, mais je pense pas avoir contribué
mais j'ai participé à ce que on appelle maintenant la psychiatrie de l'enfant. Et vous allez voir qu'il y a donc des développements, des connaissances qui sont extrêmement importantes et qu'il faut absolument intégrer. Donc, mon parcours, j'ai eu beaucoup de difficultés à parler de moi-même, je dois vous le dire. Je suis un psychanalyste, j'ai été formé comme un psychanalyste, et comme vous savez, la blague, elle est toujours là. Le psychanalyste, ça parle pas, ça écoute. Hein? Et ça dit Et puis, tu sais, là, quelles que soient les choses que les patients nous racontaient, supposément, on disait rien. Donc, parler un peu de ce que moi j'avais pu faire et comment j'avais pu contribuer à un certain nombre de choses, ça n'a pas été facile, mais je me suis laissé aller, de sorte que c'est pas une autobiographie, mais donc c'est mon propre parcours. Je dis toujours que j'ai pris une décision majeure. Évidemment, la première, c'était de marier ma femme. Ça, elle est là, puis elle est toujours là. Et elle a été toujours très importante. Mais la deuxième, que je dis toujours, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, c'est de partir de Québec en 1955 et de m'en aller à Philadelphie pour étudier la psychiatrie. Et c'est là que j'ai fait psychiatrie de l'enfant, et que j'ai commencé une formation psychanalytique. Et ça demeure pour moi les éléments essentiels de ce que je suis devenu et de ce que je suis toujours. Mais évidemment, il y a eu une évolution très importante depuis ce temps-là. À mon retour à Montréal, j'étais le troisième à revenir comme psychiatre d'enfants formé pendant 2 ans, avec les meilleurs déjà à Philadelphie. J'ai oublié de dire qu'à Philadelphie, vous savez, je me suis trouvé dans un petit hôpital avec des professeurs qui étaient tous, ou je dirais la très grande majorité, psychanalystes. Et ensuite, quand j'ai fait psychiatrie de l'enfant, psychanalyste d'enfant. Donc j'ai été, depuis le début, imprégné des meilleurs tendance de la psychanalyse de ce moment-là. C'est très classique, et c'est comme ça que j'ai été formé. À Montréal, je reviens, je suis le troisième. Denis Lazure est chef. Enfin, vous vous rappelez sans doute, Denis Lazure, il a ensuite été ministre de la Santé, etc. Il a fait une carrière importante. Moi, je suis le troisième. J'avais eu une partie de ma formation en pédiatrie, donc on me charge de l'hôpital Sainte-Justine des consultations dans ce grand hôpital où il y a 800 enfants hospitalisés dans ce temps-là. Et bon, je me mets à répondre à tout ça. Il y a eu 2 expériences importantes qui ressortent de cette implication en pédiatrie. Martin, tu y as fait allusion. Le film Les départs nécessaires, pour moi qui l'a fait, c'est Georges Dufaux, un de nos grands cinéastes. Georges Dufaux s'est promené dans l'hôpital avec sa caméra. Et puis, un jour, on s'était consulté pour, qu'il allait voir. Ensuite, il m'a amené des images. Moi, j'ai réagi à ça. Mais ce film-là, en effet, demeure un classique. Je m'en suis servi il y a 2 ou 3 ans dans un enseignement. Je l'ai retrouvé à l'Office national du film. Et c'est un film en noir et blanc. J'ai pas la tête que j'ai maintenant. Mais enfin, c'était intéressant de revoir ça, mais ça a été un film en effet important. Et donc, c'est les réactions à l'hospitalisation. C'est John Bowlby, déjà, John Robertson, et comment les enfants réagissent au moment où, à ce moment-là, ils étaient séparés d'emblée de leurs parents, et de leur mère surtout. Et puis on disait à la mère, viens donc, venez donc pas. Parce que plus vous venez, plus il va pleurer. Plus il pleure. Oui? Alors, vous voyez, c'était absolument le contraire de ce que l'on sait maintenant. Et donc, ce film a joué un rôle très important. Et pour changer toute la culture de l'hospitalisation des enfants en pédiatrie.
j'avais à enseigner aux étudiants, aux résidents. Je m'intéressais beaucoup à la psychosomatique. Et parmi les problèmes psychosomatiques, il y avait l'asthme du jeune enfant. Donc, on a décidé de faire une recherche sur l'asthme. Et sur l'asthme du jeune enfant. Parce que, ça aussi, c'est une histoire intéressante. Il y a tout un chapitre là-dedans là, que je raconte. Je vous le résume rapidement. On disait que l'asthme était créé, au fond, par la mère. C'était la mère surprotectrice, agressive. Et elle était à l'origine de l'asthme de son enfant. Donc, on parlait d'une mère asthmatogène. Toute la littérature était pleine de ça, américaine et française. On a fait une revue avec mes collègues, Claire Fortin, Pierre Drapeau. Nous étions une très belle équipe. La revue de littérature, 150, 200 textes, ça allait tout dans le même sens. Sauf que personne n'était allé observer des enfants à l'âge un an et demi, 2 ans, parce que l'asthme, il commence à cet âge-là. Mais les enfants asthmatiques dont on nous parlait, c'était des enfants asthmatiques de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Oui. Et puis, on disait, là, on voyait que ces enfants-là continuaient d'être très pris dans l'image de la mère qui les surprotège, mais qui les, en même temps, les agresse de diverses façons. Mais personne n'était allé voir 1 an et demi, 2 ans. Alors, on a mis en marche cette recherche. On a été observer 40 enfants et leur mère, à la maison et au laboratoire, pendant 1 mois. Et imaginez qu'on a découvert que ce que disait la littérature, c'était pas vrai. Et que c'était pas vrai du tout que les mères étaient agressives. Un petit pourcentage, 1/3, on disait, pouvait avoir une influence pathogène par rapport au développement de l'enfant. Des enfants donc, entre 14 mois et 30 mois. Vous voyez? C'était ça a été une étape difficile, parce que nous étions tous ou psychanalystes, ou très orientés de ce côté-là. Et on remettait en cause, en somme, tout ce que la littérature disait, et c'était très difficile de faire publier ce texte-là dans les revues, les grandes revues de psychiatrie d'enfants. Bon, c'est quand même à travers ça que j'ai découvert, il y avait Bowlby, puis les enfants hospitalisés à 1 an et demi, 2 ans, et les réactions à l'hospitalisation, déjà, j'avais pénétré le monde du jeune enfant. Mais c'est à travers l'asthme, vraiment, que je suis entré là-dedans. Ça peut ne pas vous paraître très important, mais vous savez, comme psychiatre d'enfants, à ce moment-là, on ne voyait pas de jeunes enfants. Sauf, justement, à l'hôpital, quand ils étaient hospitalisés, à l'occasion, ils pouvaient avoir une crise d'angoisse suite à l'hospitalisation. On pouvait observer ça. Mais les enfants qu'on voyait en clinique, ou en clinique interne ou externe, c'était des enfants 6 ans et plus, et adolescents. Mais des enfants en bas de 6 ans, on les voyait pas. Ou très rarement. Donc, ça a été pour moi le moyen de pénétrer le monde de la première enfance. Et vous voyez, donc, on est rendu dans la fin des années 78-80. Et au fond, justement, il y a le premier congrès ça s'appelait à ce moment-là la WAPAD, la World Association for Infant Psychiatry and Allied Discipline. Donc, la psychiatrie des nourrissons, infant, hein? Et j'assiste à ce congrès-là, et là, je découvre que je suis pas tout seul à m'intéresser aux jeunes enfants. Il y a plein d'Européens, évidemment beaucoup d'Américains aussi. Et c'était vraiment la première fois que ces gens-là se rencontraient dans un grand congrès. Il y avait peut-être 300 ou 400 personnes là, qui étaient là. Mais ils étaient tous là, les gens qui étaient déjà un peu connus, mais qui allaient devenir les responsables, les créateurs de ce qu'on appelle maintenant la santé mentale des nourrissons.
Mais nourrisson, voyez-vous, c'est infant, très difficile à traduire. Mais au fond, la santé mentale des jeunes enfants. Voyez? Et c'est surtout ce qu'on entend les 0-3 ans. Donc, ce qu'il y a d'important, et je m'y attarde à plusieurs reprises dans ce livre, c'est que, d'une part, les psychanalystes, voyez, c'est beaucoup des psychanalystes d'enfants qui, à travers l'observation de jeunes enfants et l'observation des interactions mère-enfant, ont fait vraiment évoluer nos connaissances sur le développement de l'enfant et sur les psychopathologies et sur le monde, justement, parent-enfant. Mais en même temps, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'un très grand nombre de psychanalystes ont été très résistants vis-à-vis de toutes ces nouvelles connaissances. Donc, je m'y attarde beaucoup parce que c'est un phénomène important. Toutes les nouvelles connaissances, les scientifiques le savent. Il y a toujours des réactions de résistance souvent importantes vis-à-vis les nouvelles idées, les nouvelles observations, les nouvelles connaissances, les nouvelles hypothèses. Et quand on parle de jeunes enfants, de plus en plus, on parle de périnatologie. Parce qu'il faut inclure là-dedans l'obstétrique. C'est-à-dire que le développement de l'enfant, il ne commence pas au moment où l'enfant arrive au monde. Il commence vraiment au moment où il y a une grossesse qui part. Il y a une grossesse qui est mise en place. Et ensemble, il y a 2 parents qui décident d'avoir un enfant. Et de sorte qu'on parle maintenant de périnatologie, c'est-à-dire obstétrique, naissance d'un enfant et tout ce qui se passe après. Et je le dis, je le note, mais quand je parle de cette période, il y a eu un personnage important à Sainte-Justine qui s'appelait Gilles Lortie, qui était un psychanalyste, et qui, à un certain moment, vous savez, il y a eu un chef d'obstétrique à Sainte-Justine, qui est venu voir le département et qui a dit « Moi, j'ai besoin d'un psychiatre. » Nous étions rarement appelés en consultation en obstétrique, sauf pour des psychoses postpartum, c'est-à-dire des cas très graves. Mais lui, ce chef d'obstétrique, voyait beaucoup plus que ça. Il dit « J'ai besoin de quelqu'un qui va être ici beaucoup. » Et finalement, c'est Gilles Lortie, je ne rentre pas dans les détails, mais qui, tout à coup, a eu le temps, puis a été intéressé, il n'était pas psychiatre d'enfant, mais c'était un bon psychiatre d'adulte et un psychanalyste, et il est devenu consultant à plein temps en obstétrique. Et c'est vraiment lui qui nous a ouvert, quand je dis nous, les psychiatres d'enfants de Sainte-Justine, le monde de ce que les mères, surtout, se mettaient à raconter quand elles avaient des problèmes importants durant la grossesse, soit des vomissements incoercibles, soit des menaces d'accouchement prématuré, en fait, différents problèmes. Et vraiment, Gilles Lortie s'est mis à nous raconter ce qu'il entendait quand il s'est mis à écouter ces femmes-là. Et ça fait partie maintenant de la périnatologie, c'est-à-dire il y a tout un monde souvent très traumatique de l'enfance des mères qui a été mis de côté pendant très longtemps et qui tout à coup surgit au moment où cette femme est enceinte et puis qu'elle se met à dire comment je vais m'occuper de cet enfant-là. Donc, c'est la périnatologie. Pas que je parle trop longtemps, hein, mais il y a encore un certain nombre de choses importantes. Voilà. Alors, quand on parle de première enfance et de tous ces travaux-là, auxquels donc je me mets à m'intéresser de plus en plus, il y a un personnage qui ressort, qui s'appelle John Bowlby, la théorie de l'attachement. John Bowlby, je l'avais lu dès ses premiers textes
1952, 54, 58, 59, 60. Disons que j'aimais beaucoup ce psychanalyste britannique. Les textes qu'il écrivait, je les trouvais très intéressants. J'étais particulièrement frappé par le fait qu'il connaissait Freud dans les moindres détails. Vous savez, Freud, c'est quand même une œuvre extrêmement importante. Et pour lire tout Freud, ça prend beaucoup de temps. Et Bowlby était un de ceux qui connaissaient Freud et qui partait de là. Mais son grand mérite, à mon avis, c'est d'avoir remis en question un certain nombre des hypothèses de Freud. Et c'est beaucoup à partir de ça aussi qu'il a été mis de côté. Parce qu'on n'acceptait pas de remettre en question. Les psychanalystes de ce temps n'acceptaient pas qu'on remette en question, par exemple, que la première année, on ne parle que d'oralité, on ne parle que du nourrissage. Et puis que c'était à partir de ça que le développement se faisait. Bowlby en est venu à partir des observations des jeunes enfants, observations des jeunes singes et observations des délinquants adolescents, puis de revoir toute leur histoire, a émis l'hypothèse que l'enfant est un être social. Dès son arrivée dans le monde, il est à la recherche d'une relation. Et c'est justement à travers les relations qu'il va établir avec une ou deux ou trois personnes qu'il va se développer. Et c'est la théorie de l'attachement, vous voyez, en résumé. Et donc, Bowlby a été pour moi quelqu'un que j'ai découvert de plus en plus. Donc, je vous parlais de ses premiers textes. Il a écrit 3 grands livres, 69, 73, 80. L'attachement, vous voyez, l'attachement, l'anxiété, l'angoisse de séparation, l'attachement, la tristesse, la perte, et le 3e livre, l'attachement, la colère. Donc, vous voyez, les 3 grandes émotions qui font le fond de notre vie sont au cœur de la théorie de l'attachement. Être séparé de cette personne qui s'est beaucoup occupée de nous, se sentir très triste parce qu'elle n'est plus là, ou qu'elle menace de n'être plus là, ou être en colère parce qu'elle est partie. Donc, vous voyez les 3 grandes émotions. Donc, ça fait partie de notre vie à chacun de nous. Ça fait partie de la psychiatrie de l'enfant et de la psychiatrie de l'adulte aussi, constamment. Bowlby, parmi les observations qui l'ont conduit à développer finalement la théorie de l'attachement, c'est un de ses premiers textes, sinon son premier, 44 jeunes voleurs. Il a étudié les histoires de 44 délinquants. Je ne sais pas s'il était étudiant en médecine ou résident. En tout cas, il avait découvert que dans la très grande majorité des histoires de ces jeunes-là, il y avait eu justement la perte d'une mère. Et souvent la perte répétée d'une mère. Et que les troubles qu'ils présentaient, troubles de conduite majeure, étaient très probablement reliés à ces séparations répétées. Donc, tout le monde de ce qu'on appelle maintenant la carence affective. Donc, c'est sûr que comme psychiatre d'enfant, on est immédiatement confronté avec ça. Et moi, parmi les tâches que j'ai acceptées, justement, c'est d'être consultant dès le début des années 60 dans un centre qui s'appelait le centre Marie-Vincent, certains peut-être se rappellent, qui recevait en internat des filles entre 5 ans et 12 ans. Et toutes les semaines, je suis allé comme consultant rencontrer ces jeunes-là et discuter avec les intervenants de ces cas-là. Ça a été pour moi, pendant 15 ans, imaginez ce que ça peut être, ce qu'on peut entendre comme histoire. Et c'est toujours les histoires les plus traumatiques. Et donc, ça a été pour moi, évidemment, une source de connaissances aussi très importante. De sorte que,
Et j'arrive, pas pour longtemps, là, on ait le temps de discuter. Au début des années 90, ben c'est ça, je fais que ça pendant 15 ans. Je m'en vais en année sabbatique avec l'idée que j'allais revenir me consacrer à la recherche, puis à la clinique. Puis pendant ce temps-là, me tombe sur la tête l'idée, la possibilité d'être doyen d'une faculté de médecine, avec beaucoup de difficultés, mais finalement j'accepte. Donc pendant 8 ans, c'est sûr que j'ai dû être assez loin de tout ce dont je vous parle. Mais heureusement, j'ai pas abandonné tout ça. J'ai toujours resté en contact, au moins une demi-journée par semaine, et puis mes lectures, puis les congrès où je continuais d'aller, etc. Et quand je reviens, c'est là que je décide, et je dis à mes collègues, et surtout au chef du département, moi, je ne travaille plus qu'avec les jeunes enfants. Je ne fais plus une psychiatrie de l'enfant générale. On voit des enfants de tous les âges, parce que c'est au cours des premières années que ça se joue, tout ça. C'est là que ça se prépare, c'est là que les choses se mettent en place. Et c'est pas parce qu'un adolescent fait une tentative de suicide à l'âge de 14 ou 15 ans, c'est pas là. C'est un fait important. Il faut s'en occuper, évidemment. Et puis qu'on suive ce jeune-là. Mais si on fait le moindrement son histoire, qu'est-ce qu'on découvre? Que dès l'âge d'1 an, 2 ans, 3 ans, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Il y avait des symptômes, etc. Alors, j'avais pris cette décision de consacrer mes énergies à, donc, la première enfance, les 0,5 ans, les 0,6 ans. Et puis, très tôt, début des années 90, il y a 2 collègues pédiatres qui, je me souviens toujours de ça, à la cafétéria, viennent me voir. Ils me disent, es-tu capable de nous éclairer? Alors, Sainte-Justine avait mis en place un programme qui s'appelle Santé, Enfance, Jeunesse, qui existe toujours, qui est le suivi des enfants placés en famille d'accueil. Et un suivi, donc, pédiatrique de ces enfants-là. Quelle sorte de troubles ils ont? Il faut s'assurer, en somme, qu'ils vont bien, même s'ils sont placés en famille d'accueil. Alors, il me raconte, il dit, tu sais, ces enfants-là, nous autres, là, qu'est-ce qu'on voit? Des retards de développement fréquents, importants, retard de langage. Alors, jeunes enfants, là, les 0,5 ans, là, retard de langage, retard de développement, hospitalisation à répétition, troubles de comportement, agressivité, troubles du sommeil. Toutes leurs fonctions sont, on dirait, perturbées. Comment que tu comprends ça? Ben, j'ai dit, tout de suite, moi, John Bowlby, hein? Je veux dire, ces enfants-là, pourquoi sont en famille d'accueil? C'est qu'on a déjà trouvé chez eux des troubles importants, un milieu familial déjà très perturbé, au point où on prend comme décision, cet enfant-là, il ne peut pas rester là, il faut le mettre en famille d'accueil. Mais ils sont en famille d'accueil et très souvent, comme on me raconte, ils ne restent pas dans une famille d'accueil parce qu'il ne va pas bien, il faut qu'il aille dans une autre famille d'accueil. Ou bien il retourne dans sa propre famille, puis au bout de 3 mois, tout recommence. Donc il faut trouver une nouvelle famille d'accueil parce que celle qu'il a déjà reçue, elle n'est plus disponible, etc. Alors on me raconte tout ça. J'ai dit, théorie de l'attachement, ça nous permet de comprendre tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On décide entre nous, de se faire un séminaire qu'on fait pendant 2 ans, toutes les 2 semaines. Les pédiatres, des éducateurs, des infirmières, des pédopsychiatres. On est une dizaine autour de la table et on se met au courant de c'est quoi la théorie de l'attachement, puis on se présente des cas, etc. Et puis finalement, au bout de ça, chacun s'en va de son côté, mais nous, Dr Gélieu qui est ici, pédiatre, Dr Fortin ne pouvait pas être ici, mais qui est pédiatre, neurologue, et moi, on décide de développer une clinique d'attachement
où on offrait aux intervenants des centres jeunesse, quand vous avez un problème très important, venez nous voir et puis on va essayer de comprendre. Et c'est comme ça qu'on a développé ce qu'on appelle, mais n'existe plus depuis 2 ans, la clinique d'attachement. On a vu 500-600 enfants, familles d'accueil, familles biologiques. Donc, on a publié là-dessus, mais ça a été une étape très importante, et vous voyez qui pour moi rejoignait les premières contributions de Bowlby, et puis maintenant la théorie de l'attachement, et comme le disait Martin, l'influence qu'on a eue à travers cette clinique, parce que la très grande majorité des enfants qu'on voyait étaient des enfants judiciarisés, c'est-à-dire qu'il y a une décision du juge que l'enfant soit mis en famille d'accueil. À un certain moment, il faut décider est-ce qu'il va rester là ou est-ce qu'il va retourner dans sa famille d'origine. Et nous, on a joué un très grand rôle pour influencer. C'est quoi l'influence de la théorie de l'attachement par rapport au développement de ces enfants-là? Où sont-ils attachés quand ils ont passé 3 ans dans une famille d'accueil? Ils ne sont plus attachés dans leur famille d'origine. Ils sont attachés dans la famille d'accueil. Est-ce qu'il faut les déplacer? Nous, on a dit non. La continuité est l'essentiel dans le développement de cet enfant-là. Il va beaucoup mieux. Pourquoi il va mieux? Parce qu'il a trouvé enfin une famille qui répond à ses besoins et qui est prête à le garder. Bon, je termine. Mon livre se termine sur une fois que j'ai essayé de décrire tout ce parcours. C'est quoi l'avenir de la psychiatrie de l'enfant? Alors, ce titre-là, il m'est venu très tard. Je dirais, à partir d'une part, vous avez les développements remarquables de la pharmacologie et de la génétique. Il n'est pas question de mettre ça de côté. Mais vous voyez, il y a des développements remarquables aussi dans ce qu'on appelle la psychodynamique ou le systémique, c'est-à-dire un enfant observé dans l'ensemble des facteurs qui influencent sur son devenir. Familiaux, sociaux, environnementaux dans le sens le plus large, et puis évidemment son histoire. Il faut intégrer tout ça. Donc le premier grand enjeu, c'est comment intégrer ces 2 grands domaines, l'organique et le psychique. Bon, je raconte un peu aussi que j'ai toujours été posé beaucoup de questions sur comment l'être humain fonctionne, le corps et l'âme. Après tout, je viens d'une culture très religieuse, nécessairement. Et j'ai jamais mis ça de côté non plus. Je me rappelle que mes collègues et mes professeurs psychanalystes se demandaient comment je pouvais continuer d'être religieux tout en étant un psychanalyste. Ça, c'est un grand problème pour un grand nombre de psychanalystes. Et donc, mais vous voyez, ça, c'est l'âme humaine dans le corps humain. Comment ça fonctionne, cette affaire-là? Puis, donc, et comment on intègre tout ça? Et c'est vrai que les connaissances, donc, nous font comprendre de plus en plus comment le cerveau fonctionne. Vous savez, le cerveau, c'est absolument extraordinaire, les milliards de cellules qu'il y a là-dedans, puis comment ça fonctionne. Évidemment, on commence à comprendre ça, mais c'est encore loin d'être vraiment connu. Mais comment on intègre tout ça? Ça, c'est le premier grand enjeu. Un deuxième enjeu très important, ça, j'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais il y a au moins 2 ou 3 chapitres là-dessus. J'ai parlé de la première enfance, l'intervention précoce, c'est-à-dire que les connaissances sur les premiers développements, la théorie de l'attachement et tout ça, ça a conduit un grand nombre de cliniciens à intervenir précocement, c'est-à-dire dès la première année de vie, dès les 2 ou 3 premières années de vie. Comment intervenir? Ben c'est ça. Aller à la maison, visite à domicile, aider les familles particulièrement vulnérables, des familles dites à haut risque. Voyez? Et
énormément de travaux dans ce sens-là qui mettent en évidence des résultats très prometteurs quand on intervient comme ça. Et donc, c'est un des enjeux, ça. Est-ce qu'on va continuer de toujours intervenir plus tard, au moment où les troubles sont là? Est-ce qu'on va toujours attendre que les adolescents éclatent? Ou bien si on va essayer d'aller travailler plus tôt? Et bien plus tôt, justement, de plus en plus, vous voyez, c'est les premières années. Et justement, ce que ces travaux-là nous mettent en évidence, c'est l'intérêt de ne pas attendre que les familles viennent nous consulter, mais aller à domicile. Alors, vous avez plein de projets, il y en a même ici au Québec, les CIP, ça s'appelle, justement dans les CLSC, dans les milieux vulnérables, où des infirmières, depuis la naissance d'un enfant, vont aller visiter ces familles et essayer de les aider à comprendre ce qui se passe autour de leur enfant. Et il y a des travaux aux États-Unis qui maintenant ont été faits depuis 20 ans. Donc les résultats sont connus et on sait que quand on met en place de telles interventions et que de façon générale, si on y met le temps, on a des résultats aussi bien à court terme qu'à long terme. Et ça, c'est donc un des enjeux. Comment intégrer ce genre de recherche et ce genre d'intervention dans les CLSC, dans la première ligne, avec des familles qui ne sont pas des familles qui viennent nous consulter, et comment intégrer tout ça avec les pratiques des cliniques de psychiatrie de l'enfant ou des cliniques de psychologie de l'enfant. Et enfin, et je vais ouvrir la discussion là-dessus, je vous ai parlé justement de cette implication dans la clinique d'attachement. On a fait ça 12 ans, 13 ans. Moi, je peux dire que les enfants que j'ai vus dans cette clinique pendant toutes ces années-là, je les avais pas vus avant, comme psychiatre d'enfants, dans les cliniques de psychiatrie de l'enfant. Parce que c'est une population qui ne consulte pas. Nous, en psychiatrie de l'enfant, Sainte-Justine, Prévost, Rivière-des-Prairies, partout où l'on est, Notre-Dame, partout où l'on est, on reçoit des familles, et heureusement des familles de plus en plus jeunes, et avec des jeunes enfants. Mais ce sont des familles qui disent « Mon petit, là, il va pas bien. J'aimerais ça que vous le voyiez. Il faut qu'on trouve quelque chose pour qu'il aille mieux. » Mais la population dont les centres jeunesse sont responsables est une population qui ne consulte pas. Elle va peut-être consulter une fois parce que l'enfant fait une grosse grippe, elle va arriver à l'urgence Sainte-Justine. Puis là, il y a des résidents qui vont dire « OK, il y a une grippe, l'enfant-là, mais il y a quelque chose d'autre là. » Tu sais, puis on va dire « Madame, j'aimerais ça que vous reveniez la semaine prochaine, là, parce qu'on aimerait ça aller un peu plus loin, essayer de comprendre comment vous vivez, etc. » Puis ils ne reviennent pas, ces gens-là. Vous voyez? C'est une population qui ne consulte pas, elle est signalée. Et parce qu'elle est signalée, il y a une enquête qui est faite, puis éventuellement, on découvre qu'en effet, il y a un milieu très pathogène, ou en tout cas qui va assez mal pour qu'on fasse quelque chose, puis qu'on les aide. Donc, ce que j'ai découvert avec mes collègues, c'est qu'il existe 2 réseaux parallèles. Ils sont moins parallèles qu'ils l'étaient. Parce que depuis 1 an ou 2 ou 3 ou 5, en effet, on se parle un peu plus. Mais je peux pas dire que les liens sont faciles. Voyez? Et donc, quand on parle d'intégration, il faut vraiment essayer d'intégrer parce que les enfants de ces populations vulnérables, ça aussi, on le sait, c'est des populations à très haut risque. Et un très grand nombre des problèmes les plus importants auxquels on est confronté à mesure qu'on avance, comme psychiatre ou comme psychologue ou comme intervenant, avec des enfants plus âgés, on s'aperçoit que les problèmes les plus importants, en général, viennent de ces milieux à haut risque.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie d'intervenir le plus rapidement possible et qu'on intègre ces deux réseaux qui ne doivent plus être parallèles. Alors, en gros, là, c'est ce que j'essaie de transmettre dans ce petit livre. Et j'apprécie que vous soyez là. Puis j'apprécie aussi qu'on puisse en discuter. Alors, merci Yvon pour ce partage des pistes que vous ouvrez pour cette vitalité intellectuelle que vous conservez, pour la passion du métier. Alors, j'ouvre tout de suite la discussion en vous demandant, s'il vous plaît, de bien vouloir vous présenter au microphone, puisqu'on m'a dit que cette soirée était enregistrée et serait diffusée sur le web éventuellement. Alors, est-ce que quelqu'un veut lancer la première question ou réaction? Bonsoir. Est-ce que je me nomme? Non, pas Bien nécessaire. Pardon? Il est ouvert, oui. Je voulais savoir, dans les familles d'accueil, actuellement, il y a certaines familles, les familles naturelles, qui savent l'adresse des familles d'accueil et ils pourraient éventuellement, se rendre chez la famille d'accueil pour aller chercher l'enfant. Et puis, il y a un va-et-vient comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si vous dites justement, on sait qu'on veut que on veut que la famille se reprenne en main, la famille naturelle, puis que l'enfant retourne, mais parfois, ça peut durer assez longtemps et l'enfant est perturbé, mais malgré tout, les autorités judiciaires retournent l'enfant à la maison de la famille naturelle. Est-ce que vous pensez de ça? Malgré que la famille d'accueil peut dire il est perturbé quand il revient de sa famille, mais la famille naturelle ne veut pas lâcher prise, mais c'est l'enfant qui est dans le problème. Au fond, vous posez deux questions. La première, c'est que la famille d'origine, la famille biologique, peut savoir où l'enfant est placé, donc peut essayer de conserver des contacts et même aller le voir. Alors qu'en fait, il y a des visites qui sont toujours, sauf quand le milieu d'origine est extrêmement perturbé. Une fois qu'un enfant est placé en famille d'accueil, il va continuer de voir ses parents d'origine, soit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça varie beaucoup d'une situation à l'autre. Et donc, c'est sûr que la famille biologique n'est pas censée savoir où l'enfant est. Et dans certains cas, d'ailleurs, c'est complètement caché. Mais bon. Maintenant, la deuxième question que vous posez, c'est les réactions de l'enfant suite à ses visites à sa famille d'origine. Ça, c'est un des problèmes que nous avons été confrontés. Je dis nous parce que cette clinique, on était 3 et on travaillait toujours ensemble. Vous savez, c'était pas une clinique où je demandais, j'ai lu, voyez donc cet enfant-là, parce qu'on observait ensemble et on faisait toute notre activité clinique ensemble. Donc, ce qu'on a vu, c'est justement, très souvent, on nous amenait des enfants qui étaient très perturbés parce que, justement, ils continuaient d'aller visiter leurs parents d'origine et qu'ils revenaient très perturbés. Puis là, la perturbation prend des formes qui sont bien connues. L'enfant, il dort plus, ou il se réveille très souvent la nuit. Ça va durer 1 journée, 2 jours, 3 jours. Puis là, tout à coup, là, il est rassuré. Et il va dormir comme il dormait avant. Mais dès la visite suivante, les phénomènes reprennent. Alors, vous avez des troubles du sommeil. Vous avez très souvent aussi ce qu'on appelle un besoin accru de proximité. C'est-à-dire que cet enfant-là, quand il revient, non seulement il dort plus, mais il suit sa mère partout sa mère d'accueil partout dans la maison, parce qu'il a toujours peur qu'elle va partir, puis qu'elle sera plus là.
Pourquoi? Alors, comment on explique tout ça, justement? Ce sont des signes où on dit l'attachement est activé. La relation d'attachement est activée. C'est-à-dire que c'est comme si l'enfant, chaque fois qu'il va visiter... Alors, vous savez, tout ça, ça se produit parce que l'enfant, déjà, ça fait 1 an qu'il est placé, disons. Donc, il a été placé à l'âge d'1 an. Puis là, il y a 2 ans. Et puis, il continue ces visites-là, mais durant cette période entre l'âge d'1 an et l'âge de 2 ans, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé dans la tête de cet enfant-là? Il s'est passé que, maman, c'est elle, là. C'est elle qui est là tout le temps. Elle est là toute la journée, ou en tout cas, c'est à travail. Elle est là le matin, puis elle est là à partir de 5 heures, puis elle est là le soir. Puis quand je me réveille la nuit, c'est elle qui est là. Puis le papa aussi, tu sais. Parce qu'il n'y a pas juste des mamans là-dedans, il y a des papas aussi. Et puis, quand ça fait 1 an, entre 1 an et 2 ans, ça, c'est là que l'attachement se cristallise, voyez. Et toute visite dans le milieu d'origine a justement comme résultat cette symptomatologie, qui est au fond l'activation du système d'attachement. Et ça a été donc on a vu très souvent des enfants qui présentaient cette symptomatologie. Il y a même le congrès de cet été à Leipzig, un des symposiums où le Dr Saint-André et moi je n'irai pas là, mais on a préparé un symposium avec une psychologue et avec toute une équipe parce que il y a des gens d'Australie qui m'envoient un mot, dire vous avez déjà publié là-dessus, là, ça serait intéressant qu'on fasse un symposium ensemble parce que justement, cette symptomatologie, elle existe partout parce que l'attachement, c'est un phénomène. Partout ça se passe, cette affaire-là. C'est essentiel au développement de l'enfant. C'est-à-dire le sentiment de sécurité que l'attachement apporte. C'est ça qui est essentiel, c'est ça qui fait que le développement va se faire. Et à chaque fois que la sécurité, elle est menacée, mais elle est menacée justement par ces visites. Alors, tant que la décision n'est pas prise, voyez, alors un très grand nombre des enfants que nous, on nous amenait pour cette symptomatologie-là, mais aussi parce que, là je dis, ça fait 1 an qu'il est là, mais combien d'enfants on a vu il y avait 3 ans, il y avait 4 ans, il était placé depuis l'âge d'1 an, heureusement dans la même famille d'accueil. Il n'avait pas passé d'une famille à l'autre, vous voyez, il allait bien cet enfant-là. L'intervenant venait nous dire, écoutez, là, moi je m'en vais au tribunal, là, et puis c'est pas évident que le juge, il va décider que cet enfant-là, il va rester là où il est. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors nous autres, on faisait toute l'évaluation, toute l'histoire, etc. Et dans un très grand nombre de cas, on recommandait que cet enfant-là reste là où il a développé un attachement sécure et que tout son développement a repris. Parce qu'avant ça, là, quand il a été placé, cet enfant-là, il allait bien mal, vous comprenez? Il y avait toutes sortes de symptômes, de retard de développement, tout ce que je vous racontais tantôt, retard de développement, somatisation, dans la lune un peu, là, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça dans nos recommandations. Alors, c'est sûr que votre question, elle est très centrale et c'est vraiment une des grandes questions sur lesquelles on s'est penché. C'est parce que si la famille d'accueil, la famille adoptive a la même opinion, on reste en la même chose, je suis une famille adoptive, et puis j'ai vécu ça, et puis que vous, les spécialistes, dites la même chose, là, j'ai voulu être famille d'accueil, mais on me dit, ben peut-être l'enfant va être là 2 mois, 3 mois, peut-être il va changer, peut-être il va revenir, puis peut-être, est-ce qu'il faudrait faire face à cette frustration-là? Je me dis, si on me dit que c'est le bien de l'enfant, alors là, j'ose pas, parce que je me dis, si j'investis, puis c'est 2 mois, 3 mois, c'est qui va en bénéficier? L'enfant n'en bénéficie pas, moi non plus, ma fille qui est déjà adoptée non plus. Fait, je me dis, est-ce que si on a tant de penseurs, comment ça se fait-il qu'on soit encore prête à changer les enfants de place si on lui trouve un milieu qui lui va? Fait que la question, je suis toujours... On a fait du chemin, je ne peux pas dire le contraire, au contraire. Mais, vous voyez, il y a encore, semble-t-il, des obscurités, je dirais, dans la connaissance. Et dans le fait que beaucoup de gens ont encore de la difficulté à accepter ce qui est maintenant connu au plan scientifique, c'est-à-dire l'attachement et ses conséquences. Oui.
Bon. Alors, donc un gros merci pour votre présence et cette vivacité qui peut être et qui est contagieuse pour moi qui vous connais depuis à peu près 20 ans et qui vous ai fait témoigner, vous, Dr Gélieu, Dr Fortin. Dans un premier temps, je pense qu'il faut rappeler que votre sensibilité, votre science a permis à beaucoup d'enfants de pouvoir s'exprimer par vous. Lorsque on vous faisait témoigner, j'avais souvent l'impression que les juges vous écoutaient parce qu'ils entendaient l'enfant par vous. Alors, ça permettait à l'enfant d'avoir son mot à dire dans sa vie, ce qui n'est pas rien. Vous avez aussi été présent par rapport au changement dans la loi sur la protection de la jeunesse, la place de la stabilité du lien, la continuité des soins et regarder les besoins spécifiques des enfants. Alors, on vit présentement ces changements-là et je pense que si vous étiez plus présent, ça nous ferait peut-être un peu de bien et ça nous rappellerait pourquoi on a demandé ces changements-là pour les enfants. Je veux revenir aussi à cette place que vous avez eue auprès des juges. Quand vous vous exprimiez, vous étiez capable de remettre la réalité de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, donc à sa bonne place. Je ne dis pas qu'elle n'est pas donc à sa bonne place, mais votre présence l'aidait, je crois. Alors, comment est-ce que vous voyez cette complexité dans laquelle est l'enfant? Parce que c'est dans ça qu'on parle. Complexité d'un enfant qui a des troubles de l'attachement, complexité d'un enfant qui vit dans une famille d'accueil et pour lesquelles il y a des périodes de placement maximal où on n'est pas sûr si l'enfant va revenir dans sa famille ou s'il va rester là. On essaie d'évaluer ses besoins, puis en même temps, d'évaluer ce contexte à la fois de famille d'accueil, ce contexte de ses origines. Alors, on est face à plusieurs paradoxes dans lesquels cet enfant-là est finalement la victime ou l'être qui est protégé. Alors, comment vous voyez la part de la psychiatrie d'enfants dans cette lumière qui doit être faite autour des besoins d'un enfant qui vit cette complexité-là? Vous avez déjà donc souligné le rôle qu'on a joué, que j'ai joué, Gloria et Gilles Fortin. Heureusement, on était 3 dans cette aventure parce que aller au tribunal, pour ceux ici qui ne le savent pas, c'est compliqué. Et de se présenter devant un juge et de se faire questionner et de se faire remettre en question parce qu'il y a toujours l'avocat. Nous autres, on représentait l'enfant. L'avocat, il y a un avocat du côté de Centre Jeunesse qui représente l'enfant aussi. Mais il y a l'avocat de la mère et qui, lui, essaie de remettre en cause notre crédibilité. Vous voyez? Sur quoi on fonde, en somme, nos recommandations. C'est quoi cette affaire-là, la théorie de l'attachement? Il fallait recommencer tout le temps à remettre je veux dire, à dire, hein, sur quoi c'est fondé. C'était pas juste une idée qu'un monsieur Bowlby a imaginé tout à coup. Il y a des travaux qui remontent maintenant à 30, 40, 50 ans. Donc, il fallait recommencer tout ça presque à chaque fois. Mais j'en viens à votre question. Le paradoxe, c'est ça qui est le paradoxe. C'est l'enfant, parce qu'au fond, l'essentiel là-dedans, c'est l'enfant. La loi, elle est faite dans l'intérêt de l'enfant. Et nous autres, ce qu'on essayait de dire, c'est sûr que l'enfant, durant la première année de vie, son intérêt, c'est de rester avec ses parents. Puis dans la deuxième année, puis la troisième année aussi, dans la majorité des enfants, leur intérêt, c'est d'être dans la famille où ils sont nés. S'il arrive que vous avez des familles tellement perturbées qu'il faut que cet enfant-là, on peut pas le laisser là,
parce qu'il y a la violence familiale, parce qu'il y a de l'agressivité vis-à-vis de l'enfant, etc., etc. Et il y a de la narcomanie chez les parents, etc. Ben, cet enfant-là, il faut qu'il soit placé. C'est sûr que on ne devrait pas immédiatement, enfin, dans certains cas, on pense qu'il devrait être placé à majorité tout de suite, il devrait être adopté, parce que ce milieu-là, on ne peut pas travailler avec lui, etc. Ou on le sait parce que ça fait déjà le 3e enfant qui arrive. Bon. Mais dans un certain nombre de situations, on n'est pas rendu là. Et puis, c'est sûr qu'on va le placer. Combien de temps, on ne le sait pas, 6 mois, 1 an. Mais le paradoxe, justement, c'est que cette période entre 0, 3 et 6 mois et 18, 24 mois, c'est la période où l'attachement se met en place. Et c'est là qu'il se cristallise et que toute séparation durant ce temps-là ou après est nécessairement traumatique. Plus l'enfant est jeune, plus il y a des chances, si le milieu d'origine a vraiment réintégré ses capacités parentales. Il y a des chances que l'enfant, même s'il a été placé 6 mois, 1 an, il va, avec la plasticité qu'on connaît maintenant du cerveau, il y a des chances que ça fonctionne. Vous voyez? Mais c'est ça le paradoxe. Mais plus le placement est long, plus il y a des chances que l'attachement va se faire dans la famille où il est, plus la nouvelle séparation, c'est-à-dire le retour dans la famille biologique, va être traumatique, plus il y a des chances qu'à ce moment-là, tout son développement soit touché. Maintenant, pourquoi tout le monde n'accepte pas ça? C'est que Maurice Berger a appelé ça l'idéologie du lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'esprit de beaucoup de monde, de beaucoup de juges, beaucoup d'avocats et beaucoup de monde en général, c'est que cet enfant-là, il est né de cette mère-là, et même s'il ne l'a pas vu depuis 2 ans, ou à peine vu, en tout cas, il n'a pas développé d'attachement vis-à-vis d'elle, s'il retourne, il sait que c'est elle, sa mère, puis tout va s'arranger. C'est ça l'idéologie du lien. Voyez? C'est-à-dire, c'est une idéologie, c'est-à-dire que, en somme, la nature va faire que il va retrouver sa mère, puis il va être content de la retrouver parce que c'est elle, sa mère. C'est elle qui l'a portée, c'est elle qui l'a accouchée. Puis même si elle n'était pas là depuis 3 ans, il va la reconnaître. Et ça, le moment le plus compliqué dans notre clinique d'attachement, bon, on voyait l'intervenant, on voyait l'enfant avec sa famille d'accueil, l'enfant avec sa famille biologique. On en discutait, on s'engueulait un peu entre nous. Le docteur Gélieu en particulier aimait bien dire le contraire de ce que les autres pensaient. Mais enfin, on s'entendait, on faisait une recommandation, mais là, la recommandation, on la faisait à l'intervenant. Mais on ne peut pas laisser partir la mère ou les parents sans leur dire ce qu'on pensait, sans leur dire ce qu'on allait nous écrire et ce qu'on allait défendre devant le juge. Et ça, les mères nous disaient, ben oui, mais c'est pas d'allure, ça. Cet enfant-là, c'est à moi. Puis, s'il revient chez nous, il va me reconnaître, il va savoir que c'est moi, sa mère. Vous voyez? Alors, l'idéologie du lien, c'est dans l'esprit même de quelqu'un qui a porté un enfant. Et c'est pour ça que c'est très compliqué. Et nous étions très sensibles à ça. Et je peux vous assurer que quand on faisait une recommandation, c'est parce que nous, on disait, cet enfant-là, c'est vrai que c'est sa mère, mais s'il retourne là, ça va être... C'est un peu comme si on vous disait à vous, qui avez eu des enfants, vous avez un enfant, ça fait 3 ans, qui est là, qui est arrivé, puis vous l'avez élevé, il va bien. Tout à coup, on venait vous dire, on s'est trompé, là, c'est pas à vous, cet enfant-là, c'est à un autre là. Imaginez qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant. C'est un peu ça qu'on disait, qu'on a dire une famille d'accueil qui est pas encore une famille adoptive, mais qui est une famille d'accueil qui soigne d'un enfant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est un peu comme ça on disait, ben là, le juge dit là, le juge décide qu'il va retourner dans sa famille d'origine. Oui? Mais c'est ça le paradoxe. Vous voyez comment c'est complexe.
Et bon. C'est beau. Je vais tenter en quelques mots de raconter une histoire qui pourrait être très longue. Mais ce paradoxe-là, en tant que je suis Danielle Marchand, ce paradoxe-là, en tant que mère adoptive, je le ressens très bien. Nous avons deux projets d'adoption qui ont été différents. La première de notre adoption, c'est notre fille de 26 ans, qui est maintenant mère, donc je suis grand-mère, qu'on a adoptée à l'âge de 14 jours. Donc, on ne connaît pas les origines de la mère, même si on l'a adoptée au Québec. Une histoire un petit peu compliquée. Le deuxième projet, ce sont des enfants banque mixte, 4 ans, 2 ans, dont on sait qu'il y a eu de la négligence gravissime, qu'on a accueilli chez nous en tant que parents d'accueil, avec le papa avec nous pendant quelques années, puis l'adoption. Ce paradoxe-là, je le ressens très bien, autant de ma tête que de mon cœur. Pour nos enfants, autant pour la première que pour les deux autres, nous avons accueilli des enfants avec une histoire d'attachement, avec un lien établi. Peu importe comment était ce lien-là, qui a été que pendant une grossesse, ou qui a été pendant 4 ans ou 2 ans dans la négligence, ils ont une histoire de lien, ils ont une première origine. Moi, comme mère adoptive et comme mère d'accueil, j'accueille des enfants avec cette histoire-là. Et je dois les accueillir et les accepter, les accompagner dans le fait qu'ils ont 2 identités. L'identité d'origine et celle qu'ils ont bâtie ou qu'on a tenté de bâtir avec eux dans un milieu où on leur assurait apaisement et milieu sécurisant. Pour justement bâtir à travers ce deuxième expérience de lien, leur offrir un milieu sécurisant pour se développer. Mais comme mère adoptive, j'ai à vivre, accepter et accompagner des enfants et je ne peux nier, je ne peux mettre de côté, je ne peux mettre que le laisser dans le passé, ce lien-là. Il fait partie d'eux. Et on peut le comprendre quand on voit tous ces adultes ou jeunes adultes dans le mouvement Retrouvailles. Comment cette identité première, qui a eu abandon et rupture, est pour eux souffrant. Et je pense qu'il faut les accompagner aussi dans ce sentiment d'abandon qu'ils ont eu et accepter cette origine et cette identité première. Et j'avoue que c'est un paradoxe, oui. C'est un défi pour des parents adoptifs, des parents d'accueil, de devoir accepter d'être des parents qui ont accueilli en deuxième, en cours de route, en cours de vie, ces enfants-là. On joue un rôle de parent, mais il y en a d'autres qui l'ont joué, peu importe si ça a été un rôle qu'ils ont bien joué ou pas. Écoutez, je vous remercie de ce témoignage, parce que ce que vous amenez, c'est en effet quelque chose que j'avais pas souligné jusqu'ici, c'est qu'en effet, j'ai parlé plutôt d'enfants très jeunes, pris en famille d'accueil et puis qui y restent longtemps. Mais c'est sûr qu'il y a certains enfants qui sont placés finalement soit en famille d'accueil ou dans une famille pour être adoptés, alors qu'ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est évident qu'il s'est passé quelque chose de très important déjà dans la tête de ces enfants-là. Ils ont déjà intégré des images, ils ont déjà intégré très souvent d'ailleurs des ambivalences très importantes. Parce que c'est pas pour rien que tout à coup, à 2 ans, 3 ans ou 4 ans, on décide qu'ils peuvent pas continuer leur vie là et ils doivent être placés pour être adoptés. Alors vous, évidemment, comme mère d'accueil ou mère adoptive, en effet, vous avez à être très consciente que cet enfant-là, il a déjà toute une personnalité. Il y a déjà toute une série de choses qui sont intégrées dans son cerveau. Et vous savez, ça fait partie justement des connaissances très importantes qu'on a maintenant, de tout ce qu'un cerveau va absorber et va conserver, même si c'est pas à l'état de mémoire active, qu'un enfant va pouvoir aller chercher comme ça. Là. Moi, à 3 ans, il m'est arrivé ceci. Non, mais c'est là, et on ne sait jamais à quel moment tout ça va revenir, souvent dans des comportements, et non pas dans du langage, vous voyez. Mais ça, on sait ça maintenant, et c'est, en effet, quand vous parlez d'accompagnement, c'est de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il faut être conscient qu'un enfant a déjà plein de choses dans sa tête, et qu'évidemment, heureusement, il y a quelqu'un qui va lui donner le milieu familial qui va lui permettre de se développer,
normalement, de reprendre le temps perdu, etc. Mais toujours être conscient qu'il y a toute une partie de son cerveau là que on ne sait pas quand est-ce que ça va s'exprimer, mais que c'est là. Et il faut garder ça en tête. Et il faut, comme vous dites, l'accompagner parce qu'il peut y avoir de ces comportements qu'il a puis qui sont au fond des séquelles de ce qui s'est passé durant les 2-3 premières années de sa vie. Donc, c'est un témoignage important. Je vous remercie. J'ai parlé de famille d'adoption. Donc, on savait qu'éventuellement, on serait les parents de ces enfants-là. Madame a apporté la problématique de la famille d'accueil. J'accueille un enfant et j'ai le parent avec qui les services sociaux travaillent pour pouvoir permettre à ce parent-là de cheminer pour être capable d'être un parent suffisamment adéquat pour reprendre son enfant. Donc, il y a des visites. Et souvent, madame dit, oui, c'est une réalité, quand l'enfant revient, il est très perturbé. La question que je me pose, l'enfant est très perturbé, pourquoi? Est-ce que les rôles sont bien définis tant qu'à la famille d'accueil? Est-ce qu'on a bien identifié les rôles tant aux parents et où on s'en va avec l'enfant? Comment on peut accompagner le parent biologique en difficulté? Puis probablement qu'il est en difficulté parce qu'on pourrait retourner dans son histoire d'attachement à lui aussi. Comment on pourrait accompagner le parent dans ces visites-là? Pour que ce départ, si on sait que c'est un départ avec le parent, que l'enfant, on a besoin de lui donner un milieu sécurisant et cette famille-là peut lui offrir, on cherche la continuité. Comment on peut accompagner le parent biologique, soutenir le parent d'accueil et travailler en complémentarité tout le monde? Cet enfant-là, il y a une mère, un père en difficulté. Il est avec des étrangers qui peu à peu créent un lien d'attachement, mais il a toujours ses parents. Comment on peut soutenir, comment on peut encadrer ces visites-là pour que l'enfant revienne moins perturbé et qu'il puisse continuer à construire son lien d'attachement avec la famille d'accueil et protéger le lien initial avec ses parents. Il faut réfléchir comment on accompagne. Et là, je parle à une équipe multidisciplinaire concertée. Qu'est-ce qu'on vise? C'est l'enfant. Malgré un départ difficile, malgré les parents qui sont peut-être pas tout à fait adéquats ou en grande difficulté, on doit le protéger et lui offrir un milieu sécurisant. Je suis d'accord avec ça. Mais l'idéal dans ma tête à moi et dans mon cœur, c'est qu'on crée un tout pour cet enfant-là, parce que lui, son tout, c'est la famille d'accueil avec qui il se sent en sécurité et c'est ses parents biologiques. Comment faire en sorte qu'il revienne moins perturbé de ses visites? Il y a peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez du côté, dans ce tout-là, dans ce travail. Mais ça veut dire, comme famille d'accueil et comme parent adoptif, qu'on accepte que cet enfant-là, c'est notre enfant dans l'espace-temps et dans l'espace physique où il est avec nous. Oui, mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre aussi. Écoutez, vous avez raison et je pense qu'il se fait beaucoup de travail autour de ces questions-là chez les intervenants des centres jeunesse. On n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails-là. C'est sûr que je pense que ce qui vient de ressortir, c'est le paradoxe. Les enfants, c'est sûr qu'il faut qu'on pense aussi aux parents biologiques. Et je suis pas en train de dire que c'est pas important le travail qu'on fait avec eux. D'ailleurs, la revision de la loi, qui a été faite il y a 2 ans, met l'accent sur le projet de vie des enfants, mais il y a eu des réactions majeures du milieu communautaire. Et pour qu'on n'oublie pas les parents biologiques. Et moi, je suis bien d'accord là-dessus. Et puis en même temps, faut pas qu'on oublie l'enfant, faut pas qu'on oublie que, et ça, nous, le Dr. Gélieu, le Dr. Fortin et moi, dans toutes nos réflexions, on a mis beaucoup l'accent là-dessus. Le temps de l'enfant n'est pas le temps de l'adulte. Le temps de l'enfant, il est court. Et on ne peut pas attendre 5 ans qu'un parent aille mieux. Vous voyez, c'est ça le paradoxe, c'est ça le problème. On ne peut pas attendre 5 ans. Parce que pendant 5 ans, comme disait le docteur Fortin avait une image, on ne peut pas mettre ça sur le hold. On ne peut pas mettre un enfant sur le hold. Parce qu'on s'occupe de sa mère, elle est borderline, on la traite comme il faut, on essaie vraiment qu'elle devienne un parent compétent. On ne peut pas mettre combien de temps ça va prendre.
C'est ça le paradoxe et c'est ça le problème. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on travaille avec les parents biologiques. C'est très important. Mais le temps de l'enfant est court et il faut qu'on y pense. D'autres questions? Bon. On va dire que c'est assez. Hein? Je vous remercie d'être venu, vraiment.